Qu'est-ce que la leçon hollandaise représente pour l'espoir de l'Union européenne? On s'attendait le pire hier des Pays-Bas et franchement on était tous préparés au pire. On a la possibilité, si on évite de faire des bêtises, de battre les partis nationalistes. Brexit et Trump, ça c'est mon point de vue, ont été aussi les résultats de grandes erreurs des groupes dirigeants démocrates aux États-Unis et du parti du pouvoir au Royaume-Uni. Il est nécessaire d'être clair sur ce qu'on veut faire, la raison pour laquelle on veut faire l'Europe, et là, on va la perdre, l'Europe, si on continue avec les façons, les idées, les slogans avec lesquels on parle d'Europe. Donc je pense que la machine a annoncé que l'Europe va s'occuper de tout. C'est une machine qui est mortelle pour l'Europe. Donc il faut reconcentrer l'objectif. Et il y a tous ceux qui sont exaspérés par la réglementation européenne, et Jean-Claude Juncker lui-même a le courage de dire « nous avons eu tort de réglementer à outrance ». Moi je pense qu'il faut absolument relégitimer la construction européenne, il faut remettre les peuples dans le coup. Et comme je profite de ma liberté totale, je dis qu'il faut faire une conférence, comme il y avait eu à Messine, avant le traité de Rome, une conférence qui va faire l'opération de subsidiarité de façon radicale. Dans l'Europe ne s'occupe plus de ça, tas de choses. Ou alors fait de l'harmonisation par objectif, et pas la super réglementation détaillée qui énerve tout le monde. Et en revanche, l'Europe a 3 ou 4 très grandes missions d'avenir, puisqu'il ne s'agit pas d'abandonner le projet, il s'agit dans mon esprit de souvent le relégitimant. C'est l'évolution de ma réflexion, en fait, contrainte par les faits, depuis la grande époque de Maastricht. Est-ce qu'on peut dire un mot sur le problème clé de la gouvernance? Qui commande l'Europe? Au bout du compte, ce sont encore un rassemblement d'États, aujourd'hui. Alors, comme ça devient insupportable, c'est trop long, trop compliqué, certains rêvent de simplification. C'est l'histoire du noyau dur. Donc ça serait quand même plus simple si on revenait au noyau dur. Le problème, c'est que depuis qu'on parle du noyau dur, ça fait 20-30 ans, on n'y arrive pas parce que tout le monde veut être dans le noyau dur. Et personne ne veut être dans l'écorce molle du noyau dur. Alors périodiquement, on relance ça. C'était relancé de façon subreptice avec l'histoire des plusieurs vitesses, mais la base, c'est celle-là. Je pense que la question des plusieurs vitesses aujourd'hui est assez cruciale. En fait, on ne peut plus continuer comme ça c'est clair. Moi, je pense que le jour après les élections allemandes, la France et l'Allemagne vont prendre une initiative très forte en matière européenne. Et je le dis pour chez moi. Je vois l'Italie complètement perdue dans des discussions nombrilistes qui font en sorte qu'on s'en fiche de ce qui va se passer hors de nous. Donc quels sont les domaines d'avancée après l'initiative dont tu parles et qui me paraît tout à fait plausible? Moi aussi je m'attends à ça à l'automne. Et sur quoi ça peut porter en fait? Et des domaines qui réconcilieraient les peuples avec le projet. J'aimerais qu'on ait premièrement un sujet, le sujet c'est la question de l'Europe des investissements. Il faut des grands investissements qui soient même transfrontaliers, non pas seulement d'un seul pays, mais qui doivent être drivés par ce genre de choses, un peu comme en petit on est en train de faire avec le plan Juncker. Deuxième volet, que je pense très important, est le volet lié, on peut parler sur la terminologie. Moi je dis une chose très simple. S'il y avait une autre crise, comme celle de la Grèce ou d'autres crises financières, on aurait aujourd'hui encore du mal à avoir les instruments, le toolbox efficace pour résoudre le problème. Dans les instruments qu'on a construits pendant la crise, les deux instruments, le premier instrument, c'est le Fondo Salva Stati, comme on dit en italien, le European Stability Mechanism. Il faut compléter ça et le faire devenir le Fonds monétaire européen. Deuxième point de ce deuxième volet, c'est la question de l'union bancaire. On a fait 2/3 de l'union bancaire, il faut compléter tout ça. Parce que sinon, on n'aura pas la possibilité de résoudre là aussi les crises qu'on a devant nous.
Alors là, donc, il y a, de mon point de vue, un troisième point qui est essentiel, c'est le point de dire il faut des instruments, il faut appliquer ces instruments, non pas seulement les annoncer. La question de comment sécuriser les frontières extérieures de l'Union, comment faire en sorte que, je le dis très franchement, il y ait un FBI européen. Je sais que c'est très difficile. Véverine souhaite poursuivre cette discussion, mais en même temps, j'essaie d'intégrer dans cette discussion aussi le problème de l'immigration. Il faut qu'il y ait une co-gestion des flux migratoires entre les pays de départ, de transit et d'arrivée, carrément, une co-gestion, des conférences tous les ans, dans lesquelles on fixe des quotas par métier, carrément, comme on fait tous les pays d'immigration dans le monde, mais pas sur l'asile. L'asile, on ne peut pas dire le pauvre Syrien va limiter le nombre, on ne peut pas. Il faut redonner aux gens le sentiment qu'on gère les choses. Donc cette initiative me paraît, ce que tu as défini, me paraît formidable, parce que je n'ai que du plus si ça marche. L'Italie, la Belgique et d'autres voudraient travailler dans une direction que moi je pense que ce serait très bien. L'idée de rendre de plus en plus, de créer des lieux dans lesquels le débat politique et les choix politiques des citoyens sont liés directement au niveau européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par rapport à ton schéma, on va dire très souhaitable, tu as entendu ce que je rappelais de Giscard et Schmitt. Eux, ils ont intégré le fait que la Cour de Karlsruhe considère que le Parlement européen n'est pas représentatif sur le plan démocratique et que le seul Parlement représentatif, c'est le Bundestag. Donc ils ont intégré cette donnée, qui est le contraire de ton schéma, et ils disent donc c'est pour ça qu'il faut rebrancher les parlements nationaux. Il n'y a qu'à travers les parlements nationaux qu'on retrouvera un enracinement plus légitime. Et pourtant, c'est des gens qui ont, Giscard et Schmitt, sont sans doute des gens qui ont pensé comme tu penses aujourd'hui. Je suis totalement d'accord sur la question des parlements nationaux. Je pense que c'est une erreur de tenir les parlements nationaux à l'écart. Mais c'est une erreur de beaucoup de points de vue, mais aussi d'un point de vue didascalique par rapport aux parlementaires nationaux. Ils doivent participer à des enceintes européennes. Ils doivent parler avec les autres. Ils doivent décider avec les autres. Parce que sinon, le parlementaire national a seulement le gouvernement national devant lui qui lui dit « cette dépense, on ne peut pas la faire ». Faut-il changer Schengen? Faut-il changer Dublin? Bien sûr. Comment? Non, mais comment là, on va tout remettre à plat. Mais les conventions qui font que l'Italie et la Grèce sont en première ligne, plus ou moins abandonnées par les autres, c'est lamentable. Tu sais, Hubert, tu connais l'Italie, mais j'ai jamais vu mon pays avec un acharnement, une haine anti-allemande comme celle que je vois aujourd'hui dans toutes les campagnes. Alors même que je considère que Mme Merkel a pris des tas de décisions toute seule, complètement absurdes et qui ont des conséquences négatives, par exemple sous l'énergie, ce qui fait que l'Allemagne est redevenue le champion de l'émission de CO2. Mais je trouve que les reproches qui sont faits à l'Allemagne dans les campagnes italiennes ou à Paris sont absurdes. Si en fait on est des pays trop endettés, si on était endetté au point des Chinois, ça serait beaucoup plus dur que dans le système européen. Donc je ne sais pas ce qui va se produire, je ne sais pas ce qui va sortir des élections, et s'il y aura un président assez courageux pour penser ça, assez habile pour le mettre en œuvre, suivi par le Parlement, suivi par les gens, etc.